Donc on va passer à la table ronde. Alors je vais demander à tous ceux qui étaient pressentis à venir sur la scène. Donc Éric Parange. Très bien. Bonjour. On va attendre l'animateur Henri Boyer. Bonjour. Très bien, très bien. Oui, vous pouvez déjà vous asseoir, oui. Ouais, donc vous prenez bien tous votre micro et pour l'enregistrement, donc bien au moment des réponses, bien parler dans le micro. C'est surtout pour la suite. Et puis juste une petite annonce là, pour ceux qui partent, parce que comme ça je vous montre du doigt. N'oubliez pas de prendre, il y a des documents à prendre que vous pouvez prendre en passant. Comme ça, profitez-en. Ce ne sera pas que pour ceux qui partiront là. Donc on attend Henri Boyer avec François Lambert. Je pense qu'ils sont en train de discuter dehors. Ou bien on va les attendre. Donc. On a perdu M. Boyer. Bon, je propose que... Non, on va attendre quand même. Quoi ? Il n'est pas parti bien loin. Hein. Il est parti me chercher du café, c'est ça ? Je sais pas. T'as pas une histoire à raconter, Philippe ? Alors il attend l'alarme pour 15h30 pétante, parce que ça devait commencer à 15h30 et qu'on a pris un petit peu d'avance. Tu vois, Monsieur Boyer. j'ai pas vu. J'ai trouvé François, mais Vous j'ai n'avez pas pas trouvé trouvé. M. Boyer non.
moi, je ne peux pas animer. Si vous voulez pas. Je peux. Bah, allez-y, faites. Bon, oui, je meuble. Bonjour. Je fais Internet. Alors, je vais en profiter pour vous présenter les... Je m'appelle Brigitte Bornemann. Je dirige les publications Énergie de la mer et Merveille Énergie. Énergie de la mer est une lettre quotidienne de veille internationale sur l'ensemble du secteur. Et Merveille Énergie, j'espère que vous avez tous le trimestriel en main. Mais je ne suis pas là exclusivement pour faire de la promotion de nos merveilleuses publications qui sont quand même leaders de la presse spécialisée des énergies en mer. Donc je ne préside pas, je n'anime pas, mais je vais passer le micro aux uns et aux autres pour qu'ils se présentent eux-mêmes et surtout vous remercier de faire une journée aussi intéressante sur une restitution d'un rapport qui a fait l'objet d'un travail de plus de 10 ans, si je me souviens bien, Philippe, et qui sera quand même l'outil de référence. Et on espère en tout cas probablement qu'il y ait une partie de ces recommandations qui soit prise en compte peut-être pour la PPE, pourquoi pas, ce serait peut-être pas mal, même si on entend très souvent que c'est une toute petite part possible d'énergie, mais c'est en tout cas de l'autoconsommation, vous en êtes tous convaincus, et c'est probablement aussi la possibilité de faire des ouvrages qui soient bien acceptés par l'ensemble des populations, aussi bien riveraines qu'occasionnelles. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci Brigitte et merci aussi pour cette journée EMACOP qui est très intéressante. Donc moi je suis Emmanuel Barré, je suis président d'une société qui s'appelle Il Énergie et qui est une société qui se focalise sur une autre énergie que les énergies holomotrices puisqu'on est très focalisé sur les énergies de marée, courant marin, que ce soit du fluvial ou que ce soit des énergies marines. Voilà. Oui. Bonjour, excusez-moi, j'étais un peu en retard. Alors, je m'appelle Henri Boyer et je suis ici en tant que président historique du projet EMACOP depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, parce que dans ma vie, j'ai fait 50 années pratiquement dans l'énergie, en commençant d'abord par le ministère de l'Industrie et de l'Énergie français à faire du nucléaire et des barrages, puis des économies d'énergie. Puis je suis rentré à EDF, à l'Électricité de France, où j'ai passé 22 ans à faire surtout de l'international et à l'étranger, en Afrique. J'ai été directeur pour l'Afrique, puis délégué au Maroc pendant de nombreuses années. Et quand j'ai eu 60 ans, je suis revenu à ce qui s'appelait à l'époque le Conseil général des ponts et chaussées, devenu depuis le CGEDD, Conseil général de l'environnement et du développement durable, à faire à nouveau de l'énergie, où j'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir Jacques Roudier comme président de section. Vous voyez, on se retrouve un peu en famille. Et on m'a proposé de devenir, je crois que c'était dans les années 2011, il y a 11 ans, président du projet EMACOP, parce que je faisais beaucoup d'énergie marine, en général, pas seulement de houlomoteur. Je pourrais en parler davantage. Voilà. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve, je dirais presque en famille, ici avec vous, à parler de projets qui ont marché plus ou moins bien. Il y a des difficultés. C'est pas encore compétitif. Il y a des tas de choses encore à apprendre, mais coup-ci, coup-ça, on progresse. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble à l'occasion de cette petite table ronde. Voilà. Alors donc, je repasse le micro à Emmanuel. Donc moi, je pense que j'avais terminé, mais à François Lambert. Bien, bonjour à tous. Merci Henri, merci Emmanuel. Merci de l'invitation Henri. Je suis tout juste arrivé dans mon poste au 1er septembre de directeur général de l'École nationale supérieure maritime, qui est l'ancien nom, enfin le nouveau nom, pardon, des écoles de la marine marchande, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure, basé sur 4 sites en France. Donc je suis un peu déphasé parce que je voyage partout. Mais j'apprends plein de choses et j'étais directeur de cabinet de la ministre de la Mer jusqu'en mai 2022, avant le changement de gouvernement. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré Henri il y a une dizaine d'années dans un appartement parisien où il y avait un prototype de île dans une baignoire. J'avais des attaches à Boulogne-sur-Mer et j'avais pris contact avec l'Ifremer et le bassin sur place pour que le directeur du site de l'Ifremer participe à la structuration du projet.
dans sa compétence. Et c'était extrêmement intéressant de voir son évolution. Je suis donc très, très heureux de me retrouver à vos côtés aujourd'hui, quelques années après. Voilà. J'ai déjà un micro, ouais. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Jean-François Philippot, donc je suis le directeur scientifique de France Énergie Marine, qui est un institut pour la transition énergétique qui est dédié à la R&D sur les énergies marines renouvelables. Et on a été un contributeur assez modeste à EMACOP avec une campagne de mesures qu'on a menée avec le CEREMA sur le site d'Esquibien et puis différentes études qu'on a pu mener aussi avec des collègues du CEREMA. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Stéphane Louillat, je suis chef du service électricité renouvelable et réseau à l'ADEME. Du coup ravi de découvrir cette famille que je ne connais pas encore. Moi depuis 20 ans je suis plutôt dans la famille des ENR terrestres. Mais j'ai l'impression que finalement les problématiques que vous rencontrez, les dynamiques que vous avez sont très fortes. Alors petite famille peut-être, mais famille intéressante, en tout cas à l'échelle locale, peut-être grande famille aussi, si on le voit sur les îles, et ce qui a été présenté tout à l'heure par la région Bretagne. Du coup, merci pour cette invitation. Moi, j'aurais pour principal propos tout à l'heure de vous expliquer un petit peu quels sont les accompagnements que l'ADEME peut apporter aux dynamiques que vous portez. Bonjour, à mon tour. Donc moi, je suis Éric Parent, je suis directeur général adjoint d'une structure qui s'appelle Efficacity, qui est un cousin, une cousine de France Énergie Marine, donc un autre institut pour la transition énergétique, centre de R&D, dédié non pas aux énergies marines renouvelables, mais à la transition énergétique de la ville. Alors que vient faire la ville dans un sujet sur les ports, ce sera l'objet de mon propos tout à l'heure. Bien. Alors, bon, pour l'organisation de la séance, il est à peu près 15h30 et on doit absolument terminer avant 17h parce qu'il paraît qu'on est vendredi après-midi et qu'il y a des gens qui peut-être partent en week-end. Et puis, on va essayer de faire les choses, on va dire, vite et bien, sans trop de longueur. Bon, alors, une des méthodes, c'est de parler les uns après les autres. Certains d'entre nous, je crois, ont peut-être quelques slides ou quelques présentations à présenter. Mais en même temps, j'aimerais bien qu'on ne soit pas trop long pour permettre d'échanger d'une façon un peu sympathique en fin de journée. Excusez-moi. Je ne vais pas répondre. Voilà. Et de laisser du temps pour du débat en fin de journée. Alors, qui parle en premier, je pense, pour un premier exposé? Qui se sent... Est-ce que quelqu'un a une présentation claire? Parce que ce que je comprends, peut-être pas, c'est un peu informel, vous voyez. Ce que je peux vous dire, c'est que je comprends que parmi nous, il y a différents types de sujets. Emmanuel Barré va présenter une petite étude de cas technique pour une innovation qui n'est pas tout à fait du holomoteur, mais qui est comparable dans la mesure où on a les difficultés de progresser et de passer de l'idée innovante au prototype, à la réalisation industrielle et après d'en faire davantage. Hein. Bon, ensuite, je proposerai peut-être que Efficacity, par exemple, nous présente une autre regard sur comment on peut appliquer ça à la ville. Et comme je disais tout à l'heure dans notre présentation, pourquoi pas à un port? Pourquoi? Parce que les ports sont des zones de consommation locale. On ne va pas les comparer à une ville, à un quartier, mais pas après tout. Un port ou un bord de quai, c'est un client local qui peut être alimenté intelligemment, si possible, avec une énergie locale d'origine marine, par exemple. Bon, peut-être que le représentant de... Alors ensuite, donc ça ferait à ce moment-là, si vous êtes d'accord, premier, deuxième, par exemple. Hein? Après, vous vous sentez de faire le troisième? Jean-François Philippot de France Énergie. Oui, qui va nous présenter. Alors, moi, j'ai bien connu Yann Hervé de Rock et j'ai travaillé au début du temps avec France Énergie Marine, pas seulement sur EMACOP, mais sur l'ensemble des sujets. On était même allés ensemble avec des gens de EMACOP à l'EMEC en Écosse, hein, où justement le ministère de la Mer et le ministère de l'Industrie nous avaient envoyé, je crois que c'est bien ancien, ça devait remonter à 2013. Vous voyez? Oui, tout à fait. Mon Dieu, hier. Juste après la création de France Énergie Marine. Voilà, ouais. Voilà. Moi, j'ai une présentation, alors je ne sais pas si elle est claire, mais elle est courte. Bon. Elle est courte. Est-ce que... alors ensuite, est-ce que l'ADEME se sent de passer en quatrième? Il n'y a pas de souci, moi je n'ai pas d'ordre de préférence.
Ok. Et peut-être, on proposerait à François Lambert, qui dirige une école, qui a donc des étudiants, des gens qui forment, et puis qui s'occupent de marine marchande et de bateaux. Mais ce que je comprends, c'est que les bateaux, ils arrivent dans des ports des deux côtés. Et ce sont des clients des ports, même très, très importants. Sans bateau, il n'y a pas de port. Mais peut-être que sans port, il n'y a pas de bateau. Donc, il y a des synergies. Voilà. Donc, sur cette base-là, on va essayer d'aller les uns après les autres, faire vite, bien, et si possible intéressant pour l'auditoire, peut-être en commençant par Emmanuel Barré, si vous en êtes d'accord. Oui, bien sûr. J'ai 3 pages, donc j'ai une présentation, si vous pouvez la montrer. Quelque chose. Ça marche pas? Peut-être faudrait donner le nom du fichier pour les aider. Le fichier s'appelle IL. Il, 2 EL, comme une anguille en anglais. Bon, je vais y aller et puis ce sera aussi simple. La première chose, c'est que donc nous, le sujet qui nous intéresse, c'est plus l'énergie des courants marins, donc tous les courants qui sont créés par les marées, qui est un sujet qui est relativement important au niveau de la France, puisqu'il est estimé à 3 gigawatts à peu près. Et autour de cet attrait, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est que c'est une énergie qui est très prédictible. Les courants de marée existent sont prévisibles depuis des centaines d'années. La deuxième, c'est qu'ils sont proches des côtes. Et la troisième, c'est qu'ils commencent à être efficaces à partir de vitesses qui sont relativement faibles. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'années, les gens cherchaient des courants de marée plutôt à 3-4 mètres par seconde. Aujourd'hui, on a des systèmes qui fonctionnent à partir de 1,5 mètres par seconde. Ce qui me préoccupe le plus et ce qui m'intéresse le plus, moi je suis relativement récent dans cette industrie, c'est qu'il y a des technologies qui commencent à émerger. Il y a une filière d'excellence qui commence à émerger en France, notamment avec des gens comme Sabella ou HydroQuest. Mais la France n'est pas le seul. Au niveau mondial, les gens ne s'intéressent pas à 3 gigawatts de puissance possible, mais 55 gigawatts. Et quand on rajoute les courants qui proviennent de l'énergie cinétique fluviale, on est plutôt à 100 gigawatts, ce qui représente un marché potentiel d'à peu près 1000 milliards, ce qui est tout à fait considérable. Même si on n'équipe pas tout ça, ça veut dire que en France, mais surtout à l'étranger, il y a des gens qui s'intéressent à ces technologies et qui sont relativement bien financés. Une société comme HydroQuest, enfin comme ORPC aux États-Unis, qui est spécialisée sur des systèmes flottants, a levé 100 millions de dollars. Une société comme Orbital a levé beaucoup d'argent aussi. Et donc, ce qui est tout à fait clair, c'est que si on n'avance pas vite sur ces sujets-là, à la fois sur la qualification de sites, mais aussi sur le développement de prototypes et ensuite de sites qui sont des sites industriels, on aura eu des bonnes idées, mais on passera derrière l'ensemble de ces marchés. Et donc, voilà, c'était simplement pour dire que c'est bien de faire des pilotes pendant 10 ans, mais si aux États-Unis, on arrive à faire des pilotes qui sont beaucoup plus rapides, les technologies seront industrialisées sans les Français. Voilà. En ce qui concerne de manière plus précise la société IL, on a une technologie qui est tout à fait différente, puisqu'on ne fonctionne pas à partir d'une turbine, on fonctionne à partir d'une membrane qui ondule dans l'eau. C'est une technologie qui a été développée il y a une vingtaine d'années par Jean-Louis Drevet, qui a des applications dans le domaine de la santé, qui est applicable avec des tout petits systèmes pour fluidifier la circulation du sang dans le corps. Mais ça a aussi des applications marines pour capter l'énergie cinétique de l'eau. Et on s'est attaché à développer des systèmes qui ont fonctionné pendant 2 ans entre 3 et 5 kilowatts qui sont installés dans un canal. On vient de terminer des essais à Brest qui ont été très concluants pour une machine qui fait entre 30 et 50 kilowatts.
Et l'objectif, c'est de passer à des prototypes qui vont faire entre 100 et 150 kW pour ensuite arriver à 750, 1 MW de puissance. Donc voilà, l'avantage d'un système qui est une membrane biomimétique par rapport à une turbine, c'est qu'elle se positionne à peu près au niveau de la surface de l'eau, là où les courants sont plus forts. Elle a un impact environnemental qui est très faible, puisque à la différence d'une turbine qui tourne rapidement, 500 tours par minute ou plus, la membrane ondule à une vitesse qui est relativement faible, quelques dizaines de battements par minute. Et donc elle a un impact environnemental qui est faible. Et donc c'est ce qui nous intéresse, c'est d'arriver avec une solution qui est environnementalement et socialement acceptable par rapport à des projets qui sont environnementaux moins acceptables. Donc voilà, et avec des résultats qui sont sur le plan de l'efficacité énergétique tout à fait comparables avec ce qu'on obtient avec des turbines. Mais ce qu'on observe aussi à travers nos essais, c'est que cette membrane, elle gère beaucoup mieux les débris, elle gère beaucoup mieux la colonisation aussi, puisque les courants marins nettoient de manière très, très efficace toutes les populations d'algues ou de crustacés qui peuvent se mettre dessus. Donc voilà, en 2 mots, ce qu'on cherche à faire à travers IL-Énergie, mais plus largement à travers les initiatives qu'on porte sur les courants marins. Bon. Eh ben, merci de cet exposé qui est court. Hein. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions tout de suite sur ce point, de la part de l'assistance? François. Oui, peut-être deux questions, parce que ça me rappelle le rapport que tu avais rédigé, Henri, à l'époque, sur l'émergence de ces énergies marines. On parle toujours de logique d'émergence. Sur les TRL que vous ciblez aujourd'hui, qu'est-ce que vous identifiez comme le principal frein aujourd'hui dans le soutien étatique? Je pense que ce sera aussi une démarche sur laquelle l'ADEME travaille. Vous nous direz avec les innovations de l'ADEME en matière de financement. Mais moi, j'y ai été confronté dans le domaine de la construction navale il y a quelques années, et c'est strictement la même difficulté. Et deuxième élément sur l'impact écologique, parce que je pense que ça préoccupe pas mal les plus jeunes générations. J'y suis confronté aujourd'hui à l'école de la marine marchande. En quoi c'est véritablement différenciant par rapport à une technologie que vous qualifiez qui est propre, mais qui dans l'impact va se départir de je ne sais quelle obligation environnementale. C'est ce qu'on a vu sur le champ de Saint-Brieuc, par exemple. Comment vous arrivez à vous différencier? Alors, sur le premier plan, je dirais que toutes ces technologies sont pour les principales, sont à un TRL de 7-8. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pilotes qui fonctionnent. Et donc, le challenge suivant, ça va être de commencer une commercialisation et de scaler la technologie pour arriver progressivement à 1 MW et ensuite installer des sites de plusieurs mégawatts. Donc, voilà pour le développement. Cette phase qu'on appelle encore le désert technologique, c'est-à-dire pas suffisamment de crédibilité puisqu'il n'y a pas de chiffre d'affaires pour intéresser des investisseurs privés, financiers, et pas suffisamment pour... voilà. Donc, je dirais que sur le plan financier, les aides qu'on peut obtenir sont critiques pour continuer à financer les projets. Ce qui est clair aussi, et je pense que ça a été mentionné avant, c'est que au moins sur la France, si il n'y a pas une vocation politique d'aider à développer ces filières d'excellence, la technologie, elle sera développée ailleurs. C'est ce qu'on a vu sur l'éolien marin, c'est ce qu'on a vu. Finalement, on avait des bonnes idées, mais on n'a pas été suffisamment vite. Et donc, les projets se sont industrialisés avec des compétences qui étaient étrangères. Donc c'est en ça que la durée d'examen des différents projets et notamment la répétition de pilotes qui n'aboutissent pas sur une démarche commerciale est un frein au développement des sociétés françaises. Voilà.
Aux États-Unis, par exemple, il y a ce qu'ils appellent le Small Business Act, qui fait que quand on est une petite société, on a la possibilité de se développer plus facilement avec moins de contraintes réglementaires. Et la DOA, par exemple, le DOI, Department of Energy, facilite énormément le développement des sociétés de taille moyenne. Voilà. Donc, tout ça, ça permet aussi d'aller chercher plus de financement, parce que s'il y a un support plus fort de l'administration, les investisseurs industriels ou financiers sont plus présents pour participer. La deuxième question... D'accord. Ouais. Bon. Oui, la deuxième question, la remarque de François, c'était une autre difficulté ou un autre frein qu'on peut appeler réglementaire ou environnemental. C'est très paradoxal. Il y a souvent des écologistes qui sont hostiles à certaines énergies marines parce qu'elles disent qu'il ne faut pas faire des choses en bordure de plage, il ne faut pas faire de tort. Il faut sanctuariser le littoral. Sanctuariser, dans certains cas, ça veut dire ne jamais rien y faire, le conserver en l'état où il se trouve. Bon, c'est un point, c'est une difficulté dont on peut parler aussi. Oui. Bien sûr, et on y reviendra. On n'a pas toutes les réponses, mais on a beaucoup de questions. J'en parlerai un petit peu aussi. On passe là pas. Tu continues ou... Non, je peux dire simplement qu'une membrane qui ondule à une vitesse lente fait moins de dégâts qu'une turbine qui tourne beaucoup plus vite et qui, à une vitesse élevée, broie du poisson. C'est voilà, le premier critère sur lequel auquel je pense. Oui. Les machines de Hill ne sont pas des hachoirs à poissons. Si je peux défendre un peu les autres turbines, je ne suis pas développeur de turbines, et Cheikh Sabella fait pas mal d'études sur ces sujets-là, et il ne découpait pas de poissons non plus. Hein. Tant mieux, mais il faut... D'accord, mais il faut que les gens le croient. Hein? Ok. Si on essaye de passer la parole souvent, alors le suivant, qui prend la parole? Alors j'ai aussi une présentation que j'espère claire, en tout cas elle est au moins courte. Alors pour la régie, elle s'appelle Efficacity, suivi de quelque chose. Je veux bien récupérer la zapette. Voilà, donc Efficacity, comme je le disais tout à l'heure, c'est donc un institut public-privé de recherche et développement centré sur la transition énergétique de la ville. On fait partie de la famille des instituts pour la transition énergétique, donc comme France Énergie Marine, voilà, qui sont des instituts publics-privés qui réunissent avec des partenaires, beaucoup d'instituts académiques universitaires et des partenaires privés, que ce soit des grandes entreprises ou des bureaux d'études et des sujets d'ingénierie. La spécificité d'Efficacity, c'est ce qu'on appelle l'échelle quartier. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis longtemps sur l'échelle du bâtiment. On connaît très bien le fonctionnement d'un bâtiment. Il y a pas mal de choses qui sont faites à l'échelle ville, des plans climat génériques. Mais l'échelle quartier est une échelle qui n'a pas encore été beaucoup traitée et sur laquelle il y a beaucoup de choses qui commencent à se nouer quand on commence à parler de transition énergétique, de réseaux locaux, de production locale, parce que beaucoup d'interactions peuvent exister à l'échelle quartier, et vraiment c'est l'angle d'Efficacity de travailler à cette échelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Efficacity? On fait un certain nombre de choses, mais je vais, pour faire court, en focaliser sur un des axes qui est la production de logiciels. Et on fait des logiciels d'optimisation, de conception de systèmes énergétiques à l'échelle justement du quartier. Alors c'est quoi un quartier? C'est 10 à une centaine, à plusieurs centaines de bâtiments existants à rénover ou à construire. Alors pourquoi est-ce que je parle ici de quartier? Au fond, parce que c'est ce qu'on a vu par rapport à un port. En fait, un port, c'est un quartier particulier, c'est un ensemble local avec un certain nombre de bâtiments de nature diverse, comme en ville on a des bâtiments tertiaires, des logements, quelquefois des bâtiments industriels. C'est un endroit dans lequel il y a de la consommation d'énergie de différentes sortes, et c'est un endroit dans lequel potentiellement il y a de la production d'énergie. Donc en fait on retrouve dans un port beaucoup de caractéristiques quartier. Et du coup, les logiciels qu'on fait à Efficacity, il y en a un certain nombre. Il y en a deux dont je vais parler, parce que je pense qu'ils peuvent être particulièrement intéressants à adapter à l'échelle des ports. C'est un logiciel qui s'appelle, qui travaille sur la hiérarchisation des stratégies énergétiques, et un autre qui travaille à vraiment l'optimisation plus ponctuelle. Je vais expliquer ce que c'est, et je vous invite à écouter ces logiciels en vous demandant, si on parlait d'un port, qu'est-ce que ça pourrait donner? Je pourrais en donner quelques exemples. Le premier, c'est donc Energy Screener permet de
trier parmi une quantité considérable de stratégies énergétiques possibles. Ici, on est sur la gare de Toulouse-Matabio. Alors, on est sur une infrastructure de transport pas portuaire, mais dans lequel on va construire une ZAC, des ZAC, donc plusieurs bâtiments qui vont consommer de l'électricité. On a une gare qui consomme de l'électricité avec des façons de la consommer qui sont différentes les uns des autres. Et on a potentiellement plusieurs sources de production d'énergie, thermique ou électrique. Électrique, ça peut être l'énergie de photovoltaïque, des panneaux photovoltaïques, ça peut être l'énergie de récupération de freinage des trains. Et en énergie thermique, on a l'énergie thermique du canal de Midi, la géothermie. On a de la géothermie qu'on peut aller récupérer dans les parkings, les parois moulées des parkings, on peut récupérer de l'énergie de la Terre. Tout ça, ça fait plein de sortes d'énergie à récupérer, chacune avec sa typologie de production, sa puissance, sa fréquence, ses moments de production. Et puis en face, tout un tas de façons de le consommer. Et quand on est l'aménageur et qu'on se dit je veux faire un réseau qui soit le plus efficace possible, il y a beaucoup de stratégies possibles. Là, j'en ai mentionné, il y a plein de variantes entre comment est-ce que j'alimente mon réseau de chaleur, comment je raccorde mes bâtiments, quelle source de NR j'utilise, et puis quelle puissance je mets. Tout ça, ça fait 850 scénarios quasiment. Et en fait, on ne peut pas le faire à la main. Alors, les bureaux d'études le font comme ils peuvent, mais en tout cas, on ne peut pas aborder humainement ça. Et du coup, on a construit des logiciels qui vont permettre de modéliser et de screener et d'écarter et du coup de hiérarchiser les scénarios qui vont être les meilleurs. Et là, en l'occurrence, avec cet outil, on a pu passer de 850 scénarios à peu près à 20 scénarios. Alors 20, c'est déjà encore pas mal, mais c'est beaucoup moins que 850. Et ce travail a permis de faire émerger une solution énergétique à laquelle personne n'avait pensé et qui est maintenant dans les appels d'offres. Voilà. Donc, si je le passe à l'échelle d'un port, sur un port, on va avoir finalement plusieurs typologies de production d'énergie. Alors, ça peut être encore une fois les panneaux photovoltaïques sur les toits, ça peut être l'énergie houlomotrice, ça peut être l'énergie houlomotrice ou les différentes énergies marines dont on a parlé. En termes de consommation, alors en termes d'énergie qu'on récupère, il y a aussi toute l'énergie de chaleur fatale. Par exemple, les installations de préchauffage du bitume, ça chauffe, on peut peut-être récupérer de l'énergie. L'énergie de freinage des grues, l'énergie de chaleur fatale des entrepôts frigorifiques, toutes sortes de formes d'énergie, et puis un tas de consommation d'énergie, les installations industrielles, les bâtiments, les bateaux, l'énergie hackée, voilà. Et donc, comment est-ce qu'on optimise tout ça ? On pourrait tout à fait adapter ces logiciels au système des ports. Voilà, celui-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une fois qu'on a choisi, c'est des scénarios des logiciels qui permettent d'aller sur une échelle plus petite. Et là, encore une fois qu'on a choisi une gamme de scénarios, vraiment d'approfondir pour optimiser beaucoup plus et trouver des aménagements plus ponctuels qui vont permettre d'améliorer encore les choses. Et du coup, si on part sur encore une fois un port, on peut faire beaucoup de choses sur un port et on pense que ces outils peuvent servir à des ports pour valoriser leur potentiel d'énergie renouvelable et de récupération pour alimenter les bâtiments, les navires et les installations industrielles. Promouvoir aussi le réseau, tout ce qui est énergie thermique et l'autoconsommation électrique. Et du coup, en termes de recherche et développement, on est un institut de recherche et développement, on pense qu'il y a un vrai sujet d'adapter nos outils pour les ports, parce qu'aujourd'hui, dans nos outils, on a beaucoup de ce qu'on appelle les courbes de charge, c'est-à-dire la courbe de production et les courbes de consommation des objets urbains. Mais au fond, on a quelque part, j'allais dire entre guillemets, il y a qu'à se baisser pour aller récupérer ces informations-là, les capter pour les typologie d'installation de port et pouvoir créer ces outils qui permettraient d'optimiser vraiment l'organisation énergétique des ports. Voilà. Si dans la salle, dans la salle et ailleurs, je ne sais pas si on est retransmis dans le monde entier, mais en tout cas, s'il y a des ports que ça intéresse de travailler avec nous pour créer ces outils, bienvenue, venez me voir tout de suite ou à la sortie. Voilà. Je vous remercie. Bien. Merci Éric Laurent de nous dire qu'il n'y a pas que la production, il y a la consommation dans un système où tout communique. Alors, je vois que... Oui. Déjà, juste pour répondre, je crois qu'on va être enregistré, donc tout ce qui a été dit va être transmis. Et ensuite, Philippe. J'avais juste une question, ce qu'on a discuté ensemble hier. C'était par rapport à cette question de consommation et de l'accès aux données. Donc, j'expliquais que le CEREMA avait participé à un projet il y a très longtemps, et dans les ports, l'accès aux données était très difficile. Alors je voulais savoir comment on fait en pratique dans les villes pour avoir accès aux données. Est-ce qu'il y a des questionnaires, des capteurs? Comment on fait pour avoir l'accès aux données de consommation? Alors il y a déjà pas mal de choses qui existent
du fait de l'antériorité de l'échelle bâtiment. Donc on a pas mal de choses au niveau bâtiment qui existent, qui vont nous nourrir. Par contre, il manque des choses. Alors curieusement, j'ai appris ça quand je suis arrivé. Par exemple, on connaît très mal la consommation de ce que j'appelle la quincaillerie électrique du tertiaire, c'est-à-dire les photocopieurs, les machines à café, les distributeurs de boissons, enfin tout ça, et les ordinateurs des uns et des autres, qui représentent une part importante du tertiaire. Ça, on le connaît pas très bien. Et donc, par exemple, des tâches qu'on est en train de faire, c'est justement d'essayer de contractualiser avec des bureaux, le ministère de l'Environnement à la Défense, des tours de bureau pour poser des capteurs chez eux, mesurer ce genre de choses. Donc il n'y a pas de... C'est un mix entre les données existantes et puis la pose de capteurs avec on peut certainement écrire des contrats d'anonymisation, parce qu'au fond, on s'en fiche un peu de savoir si la donnée qu'on a captée vient de Pierre-Paul ou Jacques. Au fond, un entrepôt frigorifique, c'est un entrepôt frigorifique, elle nous intéresse en tant que tel, pas de savoir que c'est celui d'un tel ou un tel. Et je pense que si on arrive à capter ou à capter différentes courbes de charge de différents entrepôts, c'est ça qui nous intéresse, c'est pas de savoir à qui ils appartiennent. Donc voilà, j'ai pas de réponse toute faite. En tout cas, je pense que c'est des choses qui se traitent. À voir. Bien. Ça éclaircit donc. Autrement dit, il y a besoin de données et d'informations pour trouver comment avoir les bons clients pour l'énergie, quelle que soit son origine. Voilà. Et bien entendu, elle peut être d'origine marine, côtière et portuaire. C'est notre but. Voilà, donc on serait ravis aussi d'intégrer dans nos courbes et dans nos données ces formes d'énergie que pour l'instant on n'a pas beaucoup, tout simplement parce que c'est pas encore très documenté. D'ailleurs, alors moi je suis pas un spécialiste des énergies marines, mais je comprends que c'est encore en phase émergente. Donc voilà, autant démarrer tout de suite, quoi. Mais je pense qu'avant d'avoir ces courbes-là, on peut faire déjà beaucoup de choses sans ces énergies-là, avec les énergies disponibles à l'instant et avec les typologies de bâtiments industriels qui existent. Voilà, on a commencé à travailler avec le grand port maritime de la Réunion pour commencer à ouvrir ce chantier, par exemple. On aimerait beaucoup travailler avec d'autres. D'accord. On pourrait parler de la Réunion, qui est une île qui voudrait développer beaucoup les énergies renouvelables et aussi utiliser, par exemple, l'énergie thermique des mers, mais dans l'autre sens, pour réfrigérer dans un pays au climat tropical où la climatisation, c'est une consommation croissante. Et la mer peut fournir à la fois des frigories et des calories. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on passe au speaker ou à l'orateur suivant ? Si France Énergie Marine, qui sait beaucoup de choses et qui est très fédérateur, avec beaucoup de partenaires. Et si vous nous racontez un peu, M. Philippot. Okay, je vais essayer d'être à la hauteur de l'introduction. Alors, est-ce que je pourrais voir les planches, s'il vous plaît? Je vois personne là-haut. Si. Alors, c'était... Ah, ça y est, ça arrive. OK. Donc, il me manquait la première slide, mais heureusement, on a une présentation des ITU assez générique et très bien faite juste avant. J'ai juste mentionné les membres de l'Institut, enfin, une partie des membres de l'Institut, surtout en faisant attention de ne pas froisser ceux qui sont dans la salle, ne pas les oublier. Donc, on en a 27. On a des grands industriels comme EDF, Total enfin, Total de l'énergie d'ailleurs, et Shell. On a aussi des instituts de recherche publique, comme l'IFROMER par exemple, et puis des écoles d'ingénieurs comme l'ENSTA Bretagne ou l'école des Ponts, des collectivités territoriales comme la région Bretagne avec qui on travaille assez étroitement, comme vous l'avez vu juste avant, des bureaux d'études comme INOCI également, qui sont présents, avec qui on travaille. Et donc ce qu'on fait, c'est sur la base de besoins industriels qui sont exprimés chaque année, on vient proposer des projets de recherche, de R&D et d'innovation, qui répondent aussi aux grands enjeux qui sont listés dans cette feuille de route scientifique et technologique de l'Institut. Et donc on les exécute avec nos partenaires industriels et nos partenaires académiques et nos équipes en interne. Donc on est 65, on sera bientôt 80 et on est 90% de personnel scientifique à France Énergie Marine. Et on est basé à Brest pour le siège. On a des antennes à Marseille, Nantes et très bientôt au Havre aussi. Voilà. Donc on travaille essentiellement sur l'éolien en mer en ce moment. Alors c'est essentiellement parce que nos partenaires et financeurs s'intéressent à ce segment-là. Néanmoins, comme je vais le montrer, on développe pas mal de connaissances et d'outils qui sont exportables à l'oulomoteur. Et c'est un peu l'objet de ma présentation très rapidement.
Donc vous voyez, on a 4 grands programmes. Un programme qui s'intéresse à la caractérisation des sites, comment on est capable de caractériser les ressources, donc en vent mais aussi en vague, et les contraintes, les chargements qui vont s'appliquer sur les machines pour le dimensionnement dans un contexte de changement climatique. On a un programme plutôt qui s'intéresse aux machines elles-mêmes, hein, avec des travaux sur des briques technologiques comme les ancrages, les câbles électriques de puissance, qui sont des composants assez sensibles qui relient notamment les éoliennes flottantes au câble électrique d'export qui part à terre, et donc ils ont tendance à malheureusement être assez facilement en panne. On travaille pas mal sur les jumeaux numériques, je pense que c'est aussi un sujet intéressant pour l'houlomoteur. On travaille à l'échelle des parcs pour améliorer la disposition des machines entre elles, limiter les effets de sillage. Donc pour les éoliennes, c'est des sillages associés au vent, mais pour le moteur, c'est des diminutions d'énergie des vagues derrière les machines. On s'intéresse à l'intégration au réseau, comment optimiser la production de cette énergie intermittente en la stockant avec de l'hydrogène par exemple. Et puis beaucoup aussi sur l'installation et l'opération maintenance, qui est un gros verrou pour l'éolien flottant, pour essayer à rattraper le coût de l'éolien imposé. Et je pense que ça s'applique aussi très bien à l'houlomoteur. Et puis on a parlé un peu d'intégration environnementale. Alors ça, c'est notre plus gros programme de recherche. On a 25 à 30 personnes dédiées à ça, qui s'intéressent vraiment à qualifier les effets sur les différents compartiments de l'écosystème des activités EMR. Donc on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de questions qui auraient pu être posées il y a 100 ans et qui sont posées maintenant qu'on a des éoliennes ou des houlomoteurs en mer, comme par exemple les anodes sacrificielles. On en a sur des bateaux et des structures en mer depuis des décennies. Et donc on demande à ceux qui déploient les fermes éoliennes en mer de prouver que l'effet est négligeable sur l'environnement. Et donc c'est assez complexe. Et puis on regarde aussi ces problèmes-là à l'échelle des fermes, à l'échelle d'une façade, avec les différents forçages anthropiques qu'on peut trouver, donc d'autres fermes qui se trouvent autour de la ferme d'intérêt, la circulation maritime, des centrales nucléaires, le changement climatique. Et on modélise tout ça, et l'effet sur le monde socio-économique également, et la pêche en premier lieu. Voilà. Et donc là, j'ai surligné en jaune tout ce que l'on fait, qui en fait est transposable assez facilement au domaine houlomoteur. Donc on espère, on a toujours cette idée en tête que ce qu'on fait pour un secteur donné peut être aussi exploitable pour d'autres secteurs, et on essaie de le valoriser au mieux dans nos activités. Voilà, juste quelques exemples rapidement de ce qu'on peut faire aussi en pratique. Là c'est une dernière slide, juste pour donner aussi des perspectives positives. Alors, tout comme l'éolien flottant s'est beaucoup appuyé sur les connaissances et les moyens de financement aussi de l'industrie oil and gas, et puis le retour d'expérience de l'éolien terrestre, on pense aussi que l'houlomoteur peut s'appuyer sur les moyens de l'industrie oil and gas, qui est d'ailleurs assez friande d'houlomoteur pour potentiellement verdir leur extraction de gaz ou de pétrole, hein. Et puis le retour d'expérience des éoliennes flottantes sur des composants technologiques comme les lignes d'ancrage ou les câbles dynamiques par exemple, hein, pour monter en compétence plus rapidement et faire tomber les coûts qui vont être ce qui va être le driver principal de la croissance de ce secteur-là. Voilà. Donc quelques illustrations de ce qu'on fait dans nos projets. Alors là, c'est pas vraiment un projet de R&D collaboratif, c'est une prestation sur laquelle on travaille grâce à Rivage Protect, qui est une filiale de Suez Environnement, dans le cadre d'un projet qui s'appelle POCTEFA Marlit, financé par Rivage Protect et le FEDER. Et donc là, on se trouve à Biarritz et on s'intéresse en fait aux effets des vagues sur les submersions le long du casino de Biarritz, qui est assez sensible. Et donc ce qu'on va voir, c'est qu'avec ces systèmes-là, donc ces deux caméras qui filment la surface de la mer, on est capable de reproduire l'évolution du champ de vagues en 3 dimensions et dans le temps. Et donc on peut s'intéresser à la variabilité de la ressource, notamment en vagues, et répondre aux questions qui étaient posées. Pourquoi finalement à Molène et à Ouessant, on n'avait pas les mêmes facteurs de charge entre le Bas-Raquet et puis la côte, et pourquoi c'était inversé dans les deux cas. Bon, ça c'est typiquement le genre d'outils qui permettent de valider les modèles numériques qu'on utilise pour qualifier la ressource. Donc voilà une petite vidéo qui vous montre des surfeurs sur la grande plage de Biarritz, et à droite vous avez aussi remise dans un repère géographique les images que l'on voit, et donc on voit qu'on couvre un domaine qui fait à peu près
400 mètres dans la direction transverse à la plage sur 75 mètres. Voilà. Donc ça marche, en fait, ça fait pas que des belles images, ça marche aussi assez bien. Donc on a des comparaisons avec des capteurs de pression sur le fond qui montrent qu'on est capable de récupérer très précisément les élévations, c'est ce qu'on voit en haut. Donc là on a les distributions des élévations et puis les spectres des vagues. Voilà. Rapidement, quelques projets que l'on mène et que j'ai choisis parce que je pense qu'ils peuvent avoir un impact assez direct sur l'houlomoteur. Donc un des verrous pour l'houlomoteur, c'est le dimensionnement des machines aux conditions extrêmes. Donc là, on a un projet qui s'appelle d'Impact, qui s'intéresse aux impacts des vagues déferlantes sur les éoliennes en mer. Donc on mène différents travaux expérimentaux et de modélisation, notamment sur une éolienne en Norvège ici, pour lever ces verrous-là. Et je pense que c'est assez directement applicable à l'houlomoteur. Alors les jumeaux numériques, donc on sait que les opérations maintenant sont un des verrous majeurs pour l'houlomoteur, pour baisser les coûts de l'houlomoteur. Donc c'est très compliqué d'accéder aux machines en mer, de faire de la maintenance sur des systèmes qui sont en mouvement. Ça coûte très cher de les rapatrier à terre. Donc un moyen d'optimiser ça, c'est de développer des jumeaux numériques de la machine pour suivre en temps réel et optimiser en temps réel son état de fatigue grâce à des observations collectées en mer, soit des conditions météo-océaniques, mais aussi pourquoi pas de la structure, pour n'intervenir que lorsque c'est nécessaire. Voilà. Donc on fait ce genre de choses sur une éolienne, la même éolienne en fait en Norvège, et on déploie des capteurs et on déploie un modèle numérique pour s'entraîner à faire ce genre de choses. Et je pense que les résultats sont aussi transférables facilement à l'industrie houlomotrice. Et le dernier point, donc ce sont les projets qui traitent des approches écosystémiques. On a toute une suite de projets où on s'intéresse à qualifier les effets cumulés des parcs éoliens sur les écosystèmes et les répercussions sur le monde socio-économique. Donc là, on s'intéresse à regarder quel est l'effet, par exemple, des câbles électriques sur les homards, quel est l'effet de la possible perturbation de la ressource en homard sur la pêche, et puis on regarde ça de manière plus globale avec les effets déportés des autres fermes sur la ferme concernée, des autres activités anthropiques, du changement climatique, et on modélise tout ça. Donc c'est passionnant, mais c'est très complexe. Voilà. Et je vais m'arrêter là, je pense. Ouais. Merci. Alors, c'est un exposé rapide, mais je vois que vous regardez beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, aussi bien les techniques, la ressource, mais aussi les écosystèmes, question qui a été évoquée tout à l'heure et qui a été évoquée ce matin par des gens dans la salle, puisque j'entendais apparemment un étudiant d'un master en environnement de Dunkerque, je crois, qui posait une question sur les effets sur les écosystèmes ou les poissons des différents matériels qu'on met dans la mer. Donc, c'est bien. J'ai une petite question justement là-dessus, parce que à l'été 2021, Jean Castex avait annoncé la création d'un observatoire. Comment vous intégrez France Énergie Marine dans ces travaux qui semblent plus globaux, puisqu'ils étaient dotés de 50 millions d'euros, c'était assez ambitieux. Et la deuxième question, c'est il y avait un projet il y a quelques temps de site d'essai sur je ne sais plus si c'était uniquement l'éolien flottant ou si c'était l'éolien en général, qui était porté notamment par Marc Lafosse et par Christophe Clergeau. Et je me demandais où ça en était aujourd'hui. Il y avait un problème de statut, une histoire de fondation, mais je sais que France Énergie Marine était assez impliquée. Ça me paraissait très intéressant pour gagner un état de mer, enfin, en applicatif par rapport à tout ce que vous disiez. Je trouvais ça très complémentaire. Ouais, merci pour les questions. Alors, sur la première, effectivement, il y a cette volonté de mieux comprendre les interactions entre l'éolien en mer et les écosystèmes. Donc, il y a plusieurs projets qui vont sans doute être lancés avec des campagnes un peu ponctuelles pour répondre à ces enjeux-là. Nous, on n'est pas dans le comité de pilotage, mais par contre, on a des idées de développer des observatoires pérennes, des interactions entre l'environnement et les fermes. On travaille avec RTE sur le déploiement d'observatoires des conditions physiques, mais aussi de l'environnement biologique depuis leur sous-station pour avoir différents points de mesure fixes dans le long terme sur les différentes façades au cœur des fermes, ce qui nous semble être des bonnes sentinelles pour regarder ça. Et on est en train de développer aussi donc une plateforme de recherche technologique avec différents partenaires académiques normands depuis le mât de Fécamp, qui est un mât météo qui était opéré par EDF et qu'on est en train de récupérer pour l'instrumenter, mener différents projets de recherche. Et ça pourrait aussi constituer un démonstrateur de ce qu'on voudrait ensuite dupliquer sur des sous-stations d'RTE.
Voilà, ça c'est pour le premier point. Et pour le second, donc l'initiative dont vous parlez, c'est OpenSea. Donc qui est une fondation, alors j'ai peur de dire une bêtise, partenariale maintenant je crois. Et donc pour l'instant, c'est encore un dossier qui est en cours d'instruction. Donc nous on est fondateur de cette fondation au même titre que Centrale Nantes et Ifremer. Et donc effectivement elle vise à fédérer les sites d'essai en mer pour les activités éoliennes en mer, mais aussi houlomotrices, hydroliennes en mer et fluviales. Et donc il y a plusieurs sites, dont le site de Sainte-Anne à Ifremer, le site du Pont de Pierre à Bordeaux, le CMREF bien sûr de Centrale Nantes, un site Mistral en Méditerranée également pour l'éolien flottant. Donc c'est en cours et je pense que c'est en bonne voie. Merci. Peut-être on continue. Alors, monsieur Stéphane, je n'ai pas mal noté votre nom, de l'ADEME. Stéphane de l'ADEME, oui. Oui, Non, mais Stéphane Louillat, mais comment de l'ADEME, répétez ça me va bien. Stéphane Louillat. Louillat, ouais, c'est pas évident. Ça n'a jamais été évident. Mon nom de famille n'a jamais été évident. Du coup, j'ai 4 pages, donc je peux être très pénible, ou alors je peux la faire sans les pages. Sans les pages. Non, déjà, écoutez, vous êtes confortable. À l'aise. Non, mais grâce à vous, oui, on est à l'aise. Du coup, en fait, avant de parler, enfin, si je veux dire ce qu'est l'ADEME, enfin, vous le savez certainement, ADEME, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Comme Météo France, Pôle emploi, on a le même statut. Bon, on n'a pas les mêmes missions. On est opérateur de l'État sur la transition écologique. Alors, c'est beaucoup de sujets, mais c'est notamment les énergies marines renouvelables. Nos tutelles, c'est le ministère de la Transition écologique, mais aussi, on le sait moins, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà. Ça explique notamment que les champs d'intervention de l'ADEME sont assez vastes, y compris sur des niveaux de TRL très bas, mais du coup, je pourrais en parler après. Je voulais juste rebondir sur plusieurs propos qui ont eu lieu déjà dans la salle et en tribune. France Énergie Marine pourra certainement le confirmer ou pas, mais l'éolien offshore, c'est déjà plusieurs milliers d'emplois en France, quand bien même on n'a pas d'éoliennes offshore. Enfin, si on en a maintenant à Saint-Nazaire. Mais c'est plusieurs milliers d'emplois déjà en France. Et du coup, il ne faudrait pas laisser supposer que le combat est perdu, que l'activité industrielle sur l'éolien offshore est perdue, comme d'ailleurs sur toutes les EMR. En fait, on a des arguments forts, on a des ports qui sont prêts à accueillir aussi un certain nombre d'activités. Du coup, au contraire, il faut foncer. Et d'ailleurs, ce qui est demandé à l'ADEME, c'est de foncer. C'est de foncer à travers France 2030. On nous demande de foncer beaucoup, puisqu'on nous a confié 1 milliard d'euros pour accompagner on va dire, le développement et la continuation de développement de l'innovation, mais aussi d'accompagner l'industrialisation en France, autour de 3 objets, mais je pense que les EMR profiteront de l'un d'entre eux, que sont le photovoltaïque, sur lequel on s'est fait, bon là c'est clair, un peu tailler des croupières par l'Asie, les sujets des réseaux, et du coup on a des sujets à traiter, notamment avec Efficacity sur le sujet des smart grids et du coup de la concordance de la consommation, de la production et créer un petit peu d'intelligence locale et de l'autoconsommation, y compris à l'échelle des ports évidemment, mais aussi l'éolien flottant, puisque du coup un des sujets sur lequel l'État avance et pousse, c'est développer l'éolien flottant, notamment parce que l'État a financé un certain nombre de projets démonstrateurs. On a démontré un savoir-faire en France et une envie aussi d'y aller. On a aussi un sujet, c'est que la bathymétrie en France fait que sur l'Atlantique, ça va être difficile de mettre beaucoup d'éoliens posés. Et donc le flottant est aussi un moyen de profiter des gisements de vent sur toutes les côtes françaises, y compris la côte atlantique. Du coup, en tant qu'opérateur de l'État, l'État nous a confié du coup un budget important à travers France 2030, d'à peu près 1 milliard d'euros, sur une période courte de 4 à 5 ans, qui vise à poursuivre l'accompagnement de l'innovation, ce qui fait que l'ADEME est, depuis un certain nombre d'années, et continuera à accompagner les niveaux de TRL très bas. En fait, on intervient sur à peu près tous les niveaux de TRL puisqu'on finance aussi des thèses, y compris sur le sujet des énergies marines renouvelables. Mais on va financer, ça c'est nouveau pour nous, des créations d'usines, voire des renforcements de certains éléments ou de chaînes d'usines, permettant du coup à recréer l'activité économique en France et de recréer de l'emploi autour de l'éolien flottant. Et on peut penser que les énergies marines renouvelables profiteront également de cette dynamique,
Parce que quand on va vouloir faire de l'éolien flottant, il va falloir aussi faire venir du coup un certain nombre de corps de métier, dont certainement les mêmes que ceux des énergies marines renouvelables. Et donc finalement, cette activité et ce renouveau de l'activité économique autour des ENR dans les ports et sur les fronts de mer vont certainement bénéficier également aux énergies marines renouvelables. Concernant OpenSea, c'est un sujet que l'ADEME suit aussi de très près, puisque en tant qu'opérateur, c'est à l'ADEME qu'on a confié le soin d'apporter les crédits nécessaires et le financement nécessaire du coup, au déploiement de la fondation. On a effectivement quelques sujets sur les statuts et sur les modalités de fonctionnement économique de la fondation, mais c'est en bonne voie. Les discussions sont en cours et on devrait aboutir, on peut espérer, en tout cas c'est la commande qu'on nous a donnée, c'est de boucler en 2022 la contractualisation du coup du financement de la fondation OpenSea pour avoir en France des équivalents qu'on peut avoir dans d'autres pays du monde de sites d'essai en mer sur clairement l'éolien flottant, je vous le dis, c'est là-dessus qu'on accélère, mais aussi sur toutes les autres énergies marines. Donc moi, je suis principalement là aujourd'hui. Alors, je vous ai dit, c'est une famille que je découvre. Hein. Moi, j'étais plutôt sur les ENR terrestres. Pour vous dire que du coup, l'accompagnement de l'État, qui se traduit par la présence de l'ADEME aujourd'hui autour de cette table ronde, est un accompagnement qui date depuis un certain temps, un certain nombre d'années, mais qui va se poursuivre parce qu'on nous a confié des crédits et aussi des objectifs pour le faire. Et clairement, les énergies marines renouvelables profiteront aussi de cette dynamique forte de soutien et de financement public, je vous dis, sur tous les niveaux de TRL et jusqu'à l'industrialisation, c'est-à-dire la création d'usines ou de chaînes de montage en France sur les ENR. J'avais tout à l'heure, par rapport à l'intervention du port de Brest, ça m'a fait penser que l'accompagnement de l'ADEME en tant qu'opérateur de l'État sur la transition écologique, c'est pas que les énergies marines, c'est aussi l'hydrogène. Du coup, on a des dispositifs de financement qu'on appelle sur des écosystèmes territoriaux hydrogène, qui visent à accompagner à la fois du coup, les moyens de production d'hydrogène, le déploiement d'électrolyseurs sur les territoires, pourvu que l'hydrogène produit serve à un écosystème local. L'écosystème local, il peut être très bien les besoins des navires. On a accompagné de cette manière-là le développement d'électrolyseurs pour alimenter des navires à quai sur le port de Bastia. Et en fait, ces appels à projets sur les écosystèmes H2 vont être relancés. Et du coup, ça peut être une piste intéressante aussi à explorer, de voir comment est-ce que les énergies renouvelables locales peuvent aider la création, la constitution d'un écosystème hydrogène visant à réduire l'impact carbone des activités des ports et aussi de réduire une partie des effets sur la qualité de l'air de la combustion du coup dans les navires. Et j'avais un tout dernier point par rapport à l'observatoire. Donc du coup vous avez abordé le sujet des 50 millions de l'observation, plutôt des effets sur les écosystèmes de l'éolien offshore. En fait, sur saisine de votre ancien ministère et du saisine du ministère de la Transition écologique, on travaille aujourd'hui à l'élaboration d'un observatoire, d'un programme de recherche pour évaluer pas les impacts sur les écosystèmes, mais les impacts socio-économiques du développement de l'éolien offshore, puisque du coup, vous le voyez, comme sur le terrestre, un certain nombre de mouvements d'opposition liés au développement des solutions renouvelables, et on a besoin de crédibiliser ou de caractériser quels sont les réels impacts, dans tous les sens d'ailleurs, des impacts négatifs ou des impacts positifs de ces nouvelles activités. Et clairement, l'objet de ce programme de recherche, ce n'est pas de se contenter uniquement de l'éolien offshore, mais c'est de voir aussi quel est l'effet et quels sont les impacts des énergies marines renouvelables, toutes les énergies marines renouvelables, en termes de création d'emplois, en termes d'effets sur la pêche, d'effets sur le tourisme, pour pouvoir observer réellement quels sont les effets au moment où ce type d'ouvrage arrive sur le territoire. L'idée étant de faire ce que l'on n'a pas réussi à faire sur l'éolien terrestre, ce qu'on n'a pas réussi à faire sur les énergies renouvelables terrestres, de le faire sur les énergies marines renouvelables pour pouvoir alimenter tous les débats publics qui vont avoir lieu sur les différentes façades maritimes par des chiffres justes, avérés, contrôlés, vérifiés sur les premiers parcs qui se déploient sur nos territoires. Bon, voilà, pour faire large sur tout ce que l'ADEME peut faire en sortant de ce travail de 4 pages que mes collègues m'avaient construit, mais je me dis que c'était plutôt sympa de le faire autrement. Oui, en tout cas, merci. Je vois que vous êtes très très bien débrouillé sans votre papier de 4 pages. Par contre, si vous jugez que c'est utile pour notre information et de nous le passer pour les débats ou pour le dossier, on le prend aussi. Parfait, je le partagerai avec vous de cette manière. Voilà. Donc, on continue,
s'il n'y a pas de questions maintenant, je vous propose de passer un peu plus la parole à François Lambert. Effectivement, on se côtoie depuis une petite dizaine d'années, et je crois que François, il connaît très bien la mer. En tout cas, il va nous dire ce qu'il connaît et ce qu'il fait. Voilà. Merci, sacrée introduction. Merci Henri. Bon, je vais d'abord vous parler de l'ENSM rapidement, enfin de ce que j'en connais puisque j'y suis pas depuis très longtemps, et de ce qu'elle fait cette école en matière d'énergie marine. Et puis je rebondirai ensuite sur différentes choses qui ont été dites parce qu'il y a beaucoup d'énergie, sans mauvais jeu de mots, et beaucoup de bon sens qui ressortent, mais je crois que ça manque quand même de manière assez caractérisée, mais c'est peut-être la difficulté qu'on a aujourd'hui de stratégie au sens propre, avec un véritable plan qu'on soit capable d'honorer tous ensemble, chacun à notre place. Pour mettre un peu de piment dans l'intervention, venant de cabinet ministériel, je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule réunion dans laquelle on parlait d'écologie ou d'énergie dont on sortait sans dire bon, de toute façon on va demander à l'ADEME de faire. Vous savez, je pense que c'est l'ADEME le meilleur opérateur pour faire. Voilà, donc ça c'est pour la petite blague. Alors le NSM, c'est un établissement public qui rassemble donc les écoles de la marine marchande qui étaient historiquement à Marseille, au Havre, à Nantes et à Saint-Malo. Et il se trouve qu'au-delà de former dans le cadre du diplôme d'études stratégiques de la marine marchande, classiquement des élèves qui vont aller naviguer sur toutes les mers du globe, il se trouve qu'ils ont un diplôme d'ingénieur en plus, et ils ont aussi une possibilité, mais on y accède par d'autres biais, de fréquenter un master et d'obtenir un master à Nantes, qui est un master dans le domaine du génie maritime, et qui a une option qui est le déploiement et la maintenance offshore. Alors c'est assez neuf, mais ce que je peux dire pour ceux qui pourraient être intéressés, pour eux-mêmes ou pour leur entourage, c'est que le taux d'employabilité est effectivement de 100%. Donc ça rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la croissance de l'emploi dans le domaine des énergies marines. On est passé en quelques années, au terme de ce qui était indiqué par l'Observatoire et puis par Merveille, Brigitte doit être encore dans la salle, un petit 2000 personnes à 4800 ou 5000 personnes, ce qui en soi est une croissance extrêmement stimulante pour l'écosystème dans sa totalité, et également pour viser finalement les étoiles qui étaient celles annoncées par le syndicat des énergies renouvelables il y a encore 10 ans, souviens-toi, c'était à la sortie de ton rapport, vers 30 000 emplois à l'horizon 2030. Et il y a beaucoup de personnes qui rigolaient, disant 30 000 emplois à l'horizon 2030, ça n'existera pas. Mais je les invite, ces personnes-là, à écouter ce qu'a dit le président de la République, qui aime toujours aller vite, mais qui a dit qu'il fallait aller 2 fois plus vite hier quand il a inauguré le champ éolien de Saint-Nazaire, qui est le premier champ français. Donc 2 fois plus vite, qu'est-ce que ça veut dire? Si on le met en relation avec le discours de Belfort, ça veut dire une quarantaine de parcs comme celui de Saint-Nazaire, celui de Saint-Brieuc. Ça veut dire une planification spatiale à mieux structurer. Ça veut dire un droit qui est en construction aujourd'hui, mais face auquel il faut absolument qu'on puisse arriver à régler un certain nombre de problèmes. J'en ai un certain nombre d'employabilité des marins, sous quel pavillon, avec quel type de certificat, et comment éviter de connaître, puisque Henri, tu m'avais sollicité sur les ports, mais j'y viens, et Geoffroy sera heureux que je le fasse. On a perdu des marchés dans un certain nombre de services portuaires. Je pense notamment au dragage. Si on ne veut pas que l'histoire du dragage portuaire se reproduise, c'est-à-dire en voyant arriver un certain nombre de compagnies étrangères sous des pavillons qui sont des pavillons moins intéressants. Le pavillon, pour ceux qui ne connaissent pas, le pavillon, c'est le droit du travail. Tout le monde dit le pavillon, en fait, le pavillon, c'est juste le droit du travail qui s'applique à bord d'un navire. Et la France a un pavillon avec différents registres. Il se trouve que ce qui favorise le mieux l'emploi national et l'emploi européen, parce qu'on n'a pas le droit d'appeler ça emploi national, mais en réalité, avec la langue française, c'est l'emploi national. C'est le premier registre. Et puis, on est arrivé à d'autres types de registres, registre international français. Bon, bref. Et il y a des compagnies étrangères qui arrivent aujourd'hui avec des pavillons qui sont autres et qui favorisent du coup l'emploi d'autres types de marins, d'autres types de compétences, et bien souvent avec des questions de sécurité qui nous ramènent aux problématiques liées aux dangers que peut représenter un champ éolien et qu'il ne faut pas nier. Je ne fais pas l'apologie de la décroissance, mais il y a quelques années, quand on en parlait, vous aviez certains mouvements politiques qui disaient attention, vous ne vous rendez pas compte, après ce qui s'est passé, après l'Erika, après tout ça, si on met des éoliennes en mer, mais c'est évidemment, ça va provoquer des catastrophes
catastrophes majeures et des pollutions majeures. Moi, je n'y crois pas. Je pense que justement, il y a toute une série de services à opérer pour permettre d'aller dans le sens de la transition. Et je me permets d'aller dans le sens que vous défendiez aussi, en soulignant le travail de l'ADEME sur les 4 scénarios qui ont été imaginés. Parce qu'on parle beaucoup des scénarios de RTE, mais ceux de l'ADEME sont tout aussi intéressants pour montrer que le modèle énergétique que nous avons, il est à dépasser et à réinventer. Alors à ça, moi je vois trois types de problèmes. Un que je me suis permis d'évoquer, et vous l'avez dit, sur le soutien aux acteurs privés par la puissance publique. Vous avez cité la solution américaine. Moi, j'ai travaillé un petit peu dans le domaine de la construction navale. Ce qui était avancé par mon chef, qui était en fait notre grand chef à tous, Hervé Guillou, le patron de Naval Group, c'est l'idée d'une DARPA. La DARPA, c'est une idée américaine de pousser un maximum d'entreprises et de les faire aller vers un droit à l'échec. C'est-à-dire que plus on échoue, plus quand on réussit, le succès est important. Et ce système-là, il a été mis en place, ou décliné d'une certaine manière avec l'Agence de l'innovation de la défense, avec un concept assez porteur, puisque le préfigurateur de cette agence est devenu le délégué général pour l'armement, donc c'est que ça doit bien marcher, c'est Emmanuel qui va. Il se trouve que cette solution-là, de soutien public massif à un certain nombre de projets comme celui que vous portez depuis de nombreuses années, doit pouvoir être, à mon avis, regardé. Et je crois que le lien entre le civil et le militaire, c'est le constat qu'on avait fait à l'époque, doit aussi être analysé. Et que le niveau américain de pousser, de monter en compétence de ces technologies a amené à des réussites qu'on cite régulièrement, comme Internet, qui est issu de différents échecs. Et c'est le droit à l'échec et même le devoir d'aller à l'échec. Donc ça, c'est le premier écueil. Deuxième écueil sur la politique portuaire, Geoffroy. J'y viens. Je pense que je ne trahis pas de pensée de spécialiste du sujet portuaire. Je pense qu'on va pas assez loin. J'étais pas là parce que j'avais une réunion juste avant, mais sur la présentation du port de Brest. Je sais tout l'investissement qui a été fait par la région Bretagne et c'est assez formidable sur Polder qui a été créé, sur le développement d'activités. C'est très structurant pour un territoire. Et je crois, franchement, qu'on ne va pas suffisamment loin pour ce qui est de la stratégie portuaire. La stratégie portuaire nationale est une stratégie des grands ports maritimes. Quand on voit les efforts qui sont déployés par la région Bretagne, mais aussi par la région Occitanie, mais aussi par la région Nouvelle-Aquitaine, qui défend le port de Bordeaux, mais qui est un port national et qui défend plutôt le port de Bayonne, ça, on va pas assez loin. Et on va pas assez loin sur la mise en cohérence de ces stratégies, de ces stratégies différentes, et on va pas non plus assez loin sur la capacité qu'on a dans un port à générer de l'activité énergétique. Vous le disiez très bien sur la possibilité d'avoir des panneaux photovoltaïques, des choses comme ça. Il y a quelques années, j'avais proposé ça au chantier de l'Atlantique, et ça, je ne sais pas si ça s'est fait ou pas, mais rien que cette mise en cohérence, elle montre bien que les synergies qu'on peut tirer de l'activité bord à quai, qui a généré, tu as raison de le rappeler, quand il y a un port, il y a des bateaux, quand il y a des bateaux, il y a un port, et il y a cette complémentarité qui doit pouvoir se créer à l'échelle d'un territoire. J'ai bien aimé la comparaison qui était faite avec la ville, puisque le port est on l'utilise de la même manière. D'ailleurs, on parle de Smart City, on parle de Smart Port. Et puis le troisième enjeu sur lequel il faut qu'on aille plus loin, c'est évidemment celui de la planification spatiale maritime. Je pense qu'il y a un exercice qui aujourd'hui n'est pas bien compris, pas bien connu, pas bien appréhendé par les Français, peut-être pas bien vendu, et j'en prends ma part de responsabilité, puisque j'ai été un peu responsable de ça au ministère de la Mer. Cet exercice, il est extrêmement structurant. Il ne s'agit pas de se lever un matin en disant « Oh là là, on a des éoliennes devant la Baule, ça ne va pas être possible ». Non, c'est pas ça le sujet en fait. C'est pas... Elles sont là parce que ça s'inscrit dans le temps, ça s'inscrit dans le cadre d'une stratégie énergétique, ça s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'aménagement du territoire dans laquelle les Françaises et les Français sont amenés à se positionner. Il y a des enquêtes publiques et je rejoins parfaitement ce que vous avez dit tout à l'heure sur les chiffres incontestables. Je pense que plus largement que dans le sujet maritime ou dans le sujet énergétique, on est face à un problème en France qui est majeur, qui est la contestation de l'existant et de la vérité. On a besoin d'un tiers qui ne soit pas un tiers de confiance, qui soit en fait une vérité incontestable. Et moi, je pense que ce rôle-là doit être assumé par le gouvernement. Et si vous déclinez ça sur le sujet de la santé, tant pis si je suis enregistré, j'aurais pas d'amis chevelus à Marseille, mais ce qui s'est passé avec le professeur Raoult est parfaitement incompréhensible. Enfin, on a
les plus grands spécialistes du monde qui affichent que l'hydroxychloroquine, ça ne marche pas, et on continue à avoir des antivax et des personnes qui vous disent mais si, ça marche. Sur le fait énergétique, sur le fait maritime, ça doit être la même chose. C'est-à-dire que quand on dirige un débat public, on doit avoir des vérités intangibles qui ne prêtent pas à la contestation. Dès lors qu'elles prêtent à la contestation, vous avez perdu. Et donc moi, je pense qu'il faut aussi restaurer ce type de vérité, et que il faut réapprendre aussi à instaurer le débat public et à instaurer certaines règles. Il y a des choses qu'on ne peut pas contester. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la Corée du Nord, hein, je vous rassure. La liberté de penser continue d'exister. Mais je pense qu'on passe plus de temps à s'opposer à ce type de contre-vérité. Il y a des spécialistes dans ce domaine. Que véritablement à développer des projets là où d'autres pays, bien plus démocratiques que la Corée du Nord, sont évidemment en avance dans la mise en œuvre de ce débat public. Et vous n'avez qu'à regarder le chemin qui a été fait par des pays comme la Belgique ou l'Allemagne ou le Danemark depuis la mise en place de la directive sur la planification spatiale, la PSM, qui date de 2014. Cette directive-là, en France, on a beaucoup de mal à l'appliquer, et ça donne lieu à des documents stratégiques de façade qui sont à peine connus par les Français, et dont le débat est pas encore, dont la qualité ou l'acuité n'est pas encore entrée dans les mœurs. Donc je suis parti un peu plus loin que le NSM, je m'en rends compte, et j'espère que sans slide, ce n'est pas trop incongru. Mais voilà ce que je souhaitais vous dire. Eh ben, merci de nous dire tout ça. Et il y a beaucoup d'idées. Et je ne sais pas si mon micro marche. Et je disais merci François pour toutes ces idées. Je ne dirais pas en vrac, mais on peut rebondir dessus. Il nous reste un peu de temps. En fait, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Avant, peut-être le mot de la fin, qui devrait être apporté peut-être par le président de Direx. Mais en attendant, nous sommes confortables au niveau du temps. On s'est dit beaucoup de choses très vite. Peut-être qu'on peut approfondir un petit peu plus le débat. Et un des points qu'on pourrait approfondir ensemble, c'est les freins et les difficultés. Parce que, OK, il y a des choses qui vont bien. Peut-être qu'on arrivera en 2030 à 30 000 emplois. Mais en attendant, on entend plutôt dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Ça coince. Il y a des difficultés réglementaires. Il n'y a pas les aides. Enfin, tout ce qui va mal, sans que ça soit forcément le bureau des pleurs. Mais comment apporter des petites solutions à des petits problèmes? Parce que le diable est dans les détails. Et il y a beaucoup de détails. Bon. Une fois qu'on a dit ça, ça n'aide pas trop. Je sais par exemple que France Énergie Marine, vous étudiez énormément de choses, et peut-être que vous pourriez nous dire quels éléments de solutions pratiques on peut apporter, par exemple. C'est une vaste question, hein. Peut-être on peut repartir sur le problème d'intégration dans l'environnement socio-économique et rebondir sur ce qui vient d'être dit. Nous, effectivement, on passe beaucoup de temps à objectiver les questions qui sont posées. On a notamment un comité d'experts qu'on rassemble pour répondre aux questions qui sont levées pendant les débats publics, qui peuvent être: est-ce que les éoliennes vont générer de tsunamis ? Est-ce que les éoliennes ont un impact sur l'environnement, sur en termes de relais d'espèces invasives qui peuvent venir d'autres pays, par exemple, hein. Et donc on réunit des experts qui sont indépendants, qui ne sont pas rémunérés d'ailleurs, de grands instituts référents du domaine d'intérêt. Donc ils se réunissent, ils statuent sur l'enjeu. C'est-à-dire, est-ce que c'est réellement un enjeu ou pas? Donc, par exemple, pour les vagues scélérates, la décision, c'était que ce n'était pas un enjeu, parce qu'il n'y a aucun risque que des éoliennes génèrent des tsunamis. Et en plus, si généraient des tsunamis, la connaissance scientifique du problème est largement assez avancée, ce qui fait ça ne suscite pas de projet de recherche. Sur la question des espèces invasives que j'ai mentionnées, là, l'enjeu était avéré et la connaissance scientifique n'était pas suffisante. Donc, ce qui pourrait déclencher des travaux de recherche sur ces sujets-là. Donc nous, on a vraiment cette démarche un peu indépendante pour essayer d'objectiver ces questions-là. Mais effectivement, on doit répondre à beaucoup de non-questions qui sont des évidences, mais très difficiles à prouver, dont la réponse est difficile à prouver en tout cas. Et il y a beaucoup d'efforts et d'argent qui est investi dans ce domaine-là, c'est vrai. Et pour compléter, dans les blocages de l'État,
moi, j'avais souhaité, entre 2017 et 2020, dans ce qui était des filières industrielles, auxquelles l'ADEME avait participé, donc moi, j'étais délégué permanent pour la filière des industriels de la mer, faciliter la rencontre entre les offreurs et les porteurs de projets. Les offreurs, pardon, et les offreurs de financement, pardon, et les porteurs de projets. Et on a mis en place un dispositif avec le groupement des industries navales, mais aussi Evolène, qui défend le secteur pétrolier et les énergies renouvelables, et le syndicat des énergies renouvelables, un dispositif qui s'appelle le Corimer, et qui était compliqué, mais la maïotique est souvent compliquée, mais pour faciliter, comme un point d'entrée unique, l'ensemble des dispositifs à connaître par les porteurs de projets, de sorte que quand on a inventé un concept d'énergie marine dans sa baignoire, on n'attend pas un an avec un cabinet d'études qui vous aide et qui vous prend 14% de ce que vous pourriez imaginer obtenir un jour, enfin j'exagère à peine, mais qui vous prend pas mal d'argent et de temps, et on se désespère pas avant d'imaginer trouver un guichet qui lui-même a 2 ans pour statuer dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt qu'évidemment vous avez loupé parce que un mois avant le dernier. Voilà. Et ça, ce type de dispositif a pas mal marché plutôt pour les petites entreprises, et avec le soutien en particulier de l'ADEME, mais aussi du CGI, on dit toujours ça, non, de France 2030 maintenant, ça s'appelle France 2030 maintenant, qui a joué le jeu de se remettre en question, hein, parce que c'est pas complètement simple, hein, les canaux étaient pas hyper simples, vous passez toutes les étapes et puis à la fin vous avez quelqu'un qui dit non, c'est pas suffisamment innovant. J'ai connu ça, c'est difficile de tenir ensuite le porteur de projet qui dit je prends l'avion et puis je vais aux États-Unis et je me le fais financer. Et ça, c'était une innovation qu'on avait portée. Je pense que ça avait bien plu plutôt aux petites entreprises, les plus grosses étant plutôt habituées à pouvoir bénéficier de subventions par d'autres types de canaux. Je pense notamment au PEA dans le domaine de la défense. Peut-être du coup pour réagir, en fait, du coup le principe du Corimer existe toujours. Et d'ailleurs, il a été assez inspirant pour le SGPI et aussi pour l'ADEME d'avoir une démarche un peu inversée dans l'instruction des dossiers. Et effectivement, de ne pas attendre une fin de procédure de plusieurs mois pour dire oui ou pour dire non, mais de dire oui ou non tout de suite. Et du coup, après, de discuter des détails, en raccourcissant le maximum possible le temps de discussion sur les détails, mais effectivement, notamment sur les projets qui visent les PME, donc plutôt des projets avec des montants d'investissement inférieurs à 1,5 million, ou des projets de démonstration avec des montants inférieurs à 10 millions. On a une première chambre d'enregistrement, enfin, d'aiguillage qui dit go, no go, qui permet du coup d'éviter les pertes de temps et d'énergie à constituer des dossiers de demande de subvention sans en connaître finalement l'issue. Donc voilà, le Corimer fonctionne toujours, et c'est le SGPI qui a un peu réformé, qui a invité aussi l'ADEME à réformer sa façon d'instruire les dossiers qui lui étaient déposés. Merci. Est-ce qu'il y a... Bon, qui veut reprendre le relais, ou il y a sans doute des questions dans la salle? Parce qu'on a évoqué plein de sujets passionnants. Oui. J'ai 2 questions à poser. La première, à la personne qui est directeur de l'école de marine marchande, concernant la continuité de l'État dans ses objectifs. Je prends le cas du nucléaire. Pendant X années, on a défrayé. EDF avait une compétence dans le nucléaire très importante jusqu'en 1985 à peu près. Depuis, on n'a fait que détruire le nucléaire. Donc, moralité, maintenant, la compétence d'EDF est relativement faible sur le nucléaire. On voit le PR de Flamanville, là, qui passe de 4 milliards à 25 milliards sans respirer, là. Et donc, je voulais savoir comment, par exemple, au niveau de l'offshore, de l'éolien offshore, comment est-ce que ça va perdurer d'une certaine façon? Parce que, par exemple, on parle des nuisances de l'éolien offshore. J'ai travaillé personnellement en mer d'Irlande sur l'éolien offshore il y a à peu près 15 ans. Donc, je pense qu'on doit avoir des retours d'expérience sur les nuisances de l'éolien offshore en mer d'Irlande, en
au nord de l'Allemagne aussi, il y a aussi de l'éolien offshore, en Hollande et au Danemark. Donc je me demande comment en France on n'a pas encore ces informations. Alors, sur le nucléaire, moi, j'ai coutume de dire qu'on a fait de notre génération, j'ai 37 ans, on en a fait une génération nostalgique. Nostalgique du plan. Nostalgique de quelqu'un qui a une idée, qui s'appelle le général de Gaulle, que j'ai jamais connu, mais qui un jour se décide à valoriser la France par l'atome, et ça a un enjeu de souveraineté. Aujourd'hui, on en parle un peu plus, évidemment, quand on a un conflit armé à 3 heures de Paris, forcément, ça marque un peu. Et on se met tous autour de ce projet-là. Et je pense qu'il y a cette stimulation intellectuelle, la capacité à construire une politique publique autour de cette identité et de ce qu'a pu représenter la France atomique. Et malgré toutes les difficultés qu'on a pu connaître, ça a donné lieu à des réussites, et vous avez raison, en matière de politique nucléaire. Alors, je ne suis pas suffisamment bien placé, et puis je me garderai bien. Attendez, on a 58 réacteurs. Enfin, plus que 56 maintenant, puisqu'il y en a 2 qui ont été théoriquement arrêtés. Et maintenant, on se relance dans le nucléaire. Ça veut dire qu'il faut repartir encore une fois à zéro. Non, je pense pas. Non, parce qu'on repart presque à zéro, parce que comme vous voyez les problèmes avec humilité, on repart jamais vraiment à zéro. Le problème de Flamanville, il est énorme. Hein. Oui, mais justement, c'est précisément parce qu'il est tellement énorme qu'on sans compter la Finlande, qu'on ne repart pas à zéro. Sans compter les deux EPR chinois là, qui posent des problèmes. Justement, la difficulté est précisément de ne pas repartir de zéro, parce que la feuille blanche serait bien plus simple. Et c'est ce qu'on m'a raconté dans mes études, dans ce que j'ai fait dans ma carrière professionnelle, c'est qu'on était parti de zéro à l'époque et que c'est drainé par cette volonté forte de la France qu'on est arrivé à cette réussite. Est-ce que aujourd'hui le schéma du nouveau nucléaire qui est dirigé par Nicolas Machtou à EDF arrivera aux mêmes réussites? Je leur souhaite, bien entendu. C'est plutôt dirigé par le président Macron. Hein. Jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, le président Macron il travaille pas chez EDF. Je sais que la France est elle-même une filiale d'EDF, mais c'est non. Donc il y a ce programme nouveau nucléaire auquel il faut laisser une ambition. Je me permettais tout à l'heure de citer les 4 scénarios de l'ADEME. Il y a les 6 scénarios, c'est différentes variantes, mais de RTE. Aucun, malgré ce qu'ont pu dire les candidats à la présidentielle, ne sait se passer du nucléaire. Et aucun ne sait se passer des énergies renouvelables. Donc je pense que la solution, et ça fait 10 ans qu'on le dit, elle est dans le mix énergétique, et que ce mix énergétique doit s'assurer autour, je reviens sur la logique d'autorité dont je parlais tout à l'heure, pas d'autoritarisme, mais d'autorité et de certains chiffres, et que les nuisances dont mon voisin de droite, mes 2 voisins de droite d'ailleurs, sauront s'assurer par l'intermédiaire des différents canaux qui sont les leurs, de France Énergie Marine, ou de l'ADEME ou de l'Observatoire, sauront nous prémunir. Mais en tout état de cause, si je devais résumer ça en une phrase sur les énergies marines, en fait, on n'a pas le choix. On n'a juste pas le choix. Peut-être sur le retour d'expérience des pays du Nord, je peux peut-être dire un mot là-dessus. Je voudrais dire un mot pour répondre à monsieur dont je ne sais pas le nom, d'ailleurs il ne s'est pas présenté. Si, je me suis présenté, Yves Legendre. Alors, bien sûr, vous l'avez dit ce matin. Oui. Alors, moi, j'ai été jeune ingénieur dans le programme nucléaire français à une époque passionnante, dans les années 70 et après. Et c'est vrai qu'on a plutôt très bien réussi, on peut vraiment en être fier, ce programme nucléaire. Maintenant, après, on peut raconter l'histoire de plusieurs façons. On peut dire que soit on s'est un petit peu reposé sur nos lauriers, et d'autre part, il y a eu en France un problème, je ne sais pas comment on va l'appeler, d'acceptabilité politique horrible, disant le nucléaire c'est mal à cause des accidents comme Tchernobyl, Fukushima et tout ça qui étaient exploités, et les énergies renouvelables c'est bien, mais ça devient bête et méchant, manichéen, c'est le mal contre le bien, ce qui est à mon avis très mauvais. Parce que le nucléaire, c'est une énergie décarbonée. Il y a des problèmes de sécurité résolus. Moi, j'étais inspecteur de sûreté nucléaire pendant au moins 12 ans de ma vie. Et je pense que, effectivement, à titre personnel, je ne pense pas que c'était une très très bonne idée d'arrêter Fessenheim, qu'on aurait pu effectivement prolonger, comme aux États-Unis, de 10 ou 20 ans. Bon, mais, je disais en tant que citoyen, je n'avais pas le droit de le dire clairement quand j'étais fonctionnaire d'État. Il y avait une véritable autocensure et la parole se libère. Ceci étant, comme l'a dit
François, et on est tous d'accord là-dessus, il y a un problème de mix énergétique qui est politiquement exacerbé aujourd'hui par les problèmes de l'Ukraine, le manque de gaz soviétique et tout ce qu'on voudra. Et on redécouvre, par exemple, la nécessité des économies d'énergie. On reparle de choses choquantes comme de limiter la température à 19 degrés, etc. Dans ce cas-là, on ne va pas faire le débat là-dessus, mais on aura besoin de toutes les énergies, et notamment les énergies marines, qui ne sont peut-être pas tout à fait au point encore, ne sont peut-être pas compétitives, mais représentent un immense potentiel et visent à devenir compétitives, à répondre à beaucoup de problèmes. On est là pour que ça marche, surtout avec des énergies décarbonées de toute nature, bien peut-être certainement le nucléaire et autre chose, mais aussi le solaire, l'éolien et les énergies marines. Et sur ce plan-là, on est plutôt d'accord. Et il ne faut pas se rater. Il ne faut pas se rater, il faut faire une politique industrielle cohérente qui réussisse et qui développe les technologies, si possible nationales, françaises, et si possible beaucoup d'emplois français, tout en étant cohérent et répondant de façon intelligente et astucieuse aux besoins. Voilà. Ce que je vous dis, ça me paraît des évidences. Je pense que la plupart des gens sont plus ou moins d'accord. Mais il faut le dire clairement. Hein, parce qu'il y a des éléments de conflit qui sont avivés constamment et qui ne sont pas positifs. Je voulais poser une autre question. Il y a une énergie dont on n'a pas parlé, c'est l'énergie marémotrice. Ça, je ne comprends pas qu'on n'aborde pas le sujet dans notre réunion, là, parce qu'il y a des pays qui sont repartis sur la construction d'usines marémotrices, par exemple, je crois au Canada, en Argentine, etc. Et il y a une seule usine marémotrice en France, c'est celle de la Rance. Et il y a d'autres sites potentiels pour les usines marémotrices. Enfin, il y avait le Mont-Saint-Michel, mais enfin, je pense que là, il y a peut-être un problème de fond. Alors, un mot sur ça aussi, je me suis moi-même... J'ai travaillé sur les problèmes de marémotrices il y a 45 ans, déjà. J'ai contrôlé, quand j'étais... Ce qui précédait les DREAL, les circonscriptions électriques, en tant que ministère de l'Industrie, l'usine de la Rance, qui était toute neuve, puisqu'elle avait été mise en service par le général de Gaulle en 1964. Donc j'y suis allé en 1972, tout jeune ingénieur. Vous voyez à quel point je me sens vieux aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est difficile le marémotrice, parce qu'en Angleterre, il y avait un projet dans l'estuaire de la Sewell, au Canada, dans la baie de Fundy et divers endroits dans le monde. Mais je crains qu'aujourd'hui, je vais encore dire une horreur, je crains qu'aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal à refaire l'usine de la Rance. Pourquoi ? Parce qu'elle a barré l'estuaire de la Rance, et vous auriez probablement plein d'écologistes vent debout, disant que perturber le régime des marais, c'est très difficile, ce n'est pas acceptable, etc. Alors, c'est un peu le reproche qu'on fait aux marémotrices. Et il y a des ingénieurs comme M. Lampérière, que certainement vous connaissez, qui disent qu'on pourrait faire des marémotrices astucieuses avec des bassins de retenue, piégeant de l'eau dans des zones littorales et qui permettrait d'avoir un mixte entre des hydroliennes intelligentes et autres. Il y a place pour l'innovation, mais c'est difficile sans volonté politique et avec des oppositions. Bon, peut-être j'ai trop parlé et je vais proposer de repasser la parole à notre panel. Mais vous voyez, bien sûr, les marémotrices, ça c'est très bien, sauf que même en Chine, on n'a pas dépassé, il y a de grands projets, on n'a pas dépassé 2 mégawatts installés. Les deux seuls que je connaisse dans le monde, c'est la Rance et c'est Lake Siwa en Corée du Sud. Tous les autres, ce sont des projets qui repartent. Il y a des gens qui essayent de les pousser, mais il y a en même temps des opposants, malheureusement, vent debout. Voilà. Madame. Je voudrais juste rajouter sur les projets marémoteurs dont j'ai beaucoup travaillé avec Monsieur Long. Merci. J'ai beaucoup travaillé avec François Laperrière et avec EDF sur les projets marémoteurs. Et le problème des projets marémoteurs, c'est qu'il faut des kilomètres de digues et donc des millions de mètres cubes de matériaux. Et indépendamment des problèmes de coût, il y a aussi tout le problème de l'origine des matériaux.
Donc, je crois que ça n'est absolument pas comparable avec les investissements génie civil que nous avons vus tout à l'heure au niveau du houlot moteur, parce qu'on est dans l'adaptation dans des structures portuaires existantes. Bon, le marémoteur, c'est construire des kilomètres de digues, même si c'est en atoll à l'extérieur, hors de la côte. Il faut faire des bassins, donc il faut faire des digues. Et ça coûte très cher et ça nécessite de trouver les matériaux. Oui, c'est vrai. Ça remonte, vous savez, avant François Lapeyrière, il y avait déjà, je me souviens que j'avais rencontré M. Cacot sur le projet des îles Chausey, qu'aujourd'hui on qualifierait de, un gros mot, pharaonique. Et pourtant, quelque part, c'était assez génial. Hein? Qui prend le micro? Au milieu, vous vouliez faire un retour de votre expérience par rapport aux usines houlomotrices à l'étranger? Votre micro ne marche pas, on ne vous entend pas. Vous m'avez entendu? Non? On vous entend? Vous vouliez faire un retour sur votre expérience par... Non, à votre droite. Ah non, j'ai un micro dans les mains, mais j'ai rien à dire pour le moment. C'est gentil. Ah non, il me semble que vous vouliez répondre à sa question. Par rapport... Ah oui, pardon. Ah oui, sur le retour d'expérience, on va très rapidement. Effectivement, on intègre le retour des pays du nord de l'Europe pour les questions d'impact des éoliennes sur l'environnement. Après, ce qui est opposé par les détracteurs de l'éolien en mer notamment, et puis sans doute de l'houlomoteur qu'on aura des projets industriels, c'est que chaque ferme est dans un environnement spécifique et donc on a besoin de refaire des études dédiées, et puis que l'état de l'Atlantique avance aussi, qu'on a des nouveaux outils à déployer pour étudier les impacts sous d'autres angles. Voilà. Mais on intègre bien ce retour, évidemment. Est-ce que vous avez les résultats des champs offshore de mer, en mer d'Irlande, par exemple, ou pas, Oui, sur l'impact environnemental que ça a? Il y a des milliers de publications sur les impacts environnementaux qu'on utilise comme base de travail pour nos projets, bien sûr. Oui. Parce que le bruit, le problème du bruit, le problème des fréquences, est-ce que les oiseaux sont partis, est-ce que les poissons ne viennent plus, etc. Est-ce que ça existe ou pas? Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est ça le problème. Ça, j'ai pas la réponse, mais évidemment, il y a énormément de questions et comme on l'a dit, chaque parc est dans un environnement particulier où on a des espèces qui vont voler à différentes altitudes, qui ne sont pas les mêmes. J'ai fait toutes les mers du monde aussi, je suis pas... Ok, mais enfin, je suis assez d'accord avec vous sur le fond, hein, mais j'ai pas la réponse à toutes les questions, malheureusement. Est-ce que dans le panel, alors, alors, je dirais Éric Parent, Efficacity, il n'a pas beaucoup parlé, est-ce que vous voulez rajouter un mot? Vous êtes, dans les gens du panel, celui qui est le moins aujourd'hui dans les énergies marines, donc le plus extérieur. Alors, en tant que nouvel entrant au club, et bienvenue au club, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vaste sujet, vaste question. À 17h moins 10. Alors, je vais passer mon tour sur cette question-là. Okay. Peut-être un dernier mot de mon voisin. Donc, du coup, c'est vous qui faites l'animateur aussi, alors, du coup, distribuez la parole. Non, moi non plus, j'ai pas vraiment de réponse particulière à apporter. Ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est que voilà, le soutien continu de l'État, et je suis là pour l'affirmer, va se poursuivre. J'entendais parler ici tout à l'heure de la PPE. Je pense que c'est quand même un exercice dans lequel vous devez vous engouffrer. Que du coup, les premiers ateliers PPE sur les EMR a déjà eu lieu, qui donnera lieu à d'autres exercices du coup d'échange des parties prenantes. Mais effectivement, s'il y a bien un document dans lequel il faut inscrire une stratégie et des objectifs en termes de développement, c'est bien la PPE. Et du coup, c'est le moment d'intervenir, puisque les ateliers de révision sont en cours. Donc nous, on est invité sur ces ateliers PPE par rapport à la connaissance que l'on a des énergies marines renouvelables dans leur ensemble, beaucoup sur l'éolien offshore évidemment, mais pas que. Mais du coup, vous y êtes certainement déjà tous impliqués, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est le bon moment. L'année 2022 et l'année 2023 sont les bonnes années pour porter du coup
et affirmer la nécessité de développer ces systèmes énergétiques sur les territoires qui, certes, peut-être à l'échelle du littoral et à l'échelle de la France, joueront un rôle modeste. L'holomoteur aura un rôle modeste, certainement, à l'échelle de l'ensemble du mix électrique de demain. Mais malgré tout, il répond à des besoins locaux. Sur les îles, tel que ça a été exprimé tout à l'heure, il peut répondre aussi à des besoins locaux dans des contextes insulaires, y compris sur les zones non interconnectées. On n'en a pas forcément parlé, et ce n'est pas l'objet de la révision de la PPE, mais il y a des PPE aussi sur les territoires d'outre-mer. Et il y a peut-être aussi sur les zones non interconnectées un intérêt de ces solutions énergétiques, puisque ces îles étant loin du réseau, elles ne peuvent pas bénéficier des effets de foisonnement, notamment des développements d'éoliens terrestres, enfin des énergies renouvelables terrestres qu'on peut avoir en métropole. Je crois qu'on n'est pas loin de 17 h. Et on s'est dit beaucoup de choses en élevant le débat, depuis des choses concrètes et précises portées par des porteurs de projets, depuis le point de vue de la consommation intelligente dans un écosystème local, avec une vision plus générale apportée par France Énergie Marine, qui nous l'a montré, fait énormément de choses et collationne énormément de données et d'informations. L'ADEME qui essaye d'aider, de mettre en cohérence et d'apporter des financements par 1 milliard d'euros. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, mais ça peut faire des choses, hein. François Lambert a élevé le débat et on a même posé des problèmes politiques nationaux auxquels nous, modestement ici, nous n'avons pas la réponse. Mais chacun essaye d'apporter sa petite réponse à son niveau. Il n'y a pas de petites énergies. Et même si on est modeste, il faut être fier et actif. Et les énergies marines, elles peuvent apporter quelque chose, la preuve. Elles peuvent créer des emplois et ça va de toute façon dans le bon sens. Bon, j'ai l'impression de dire des évidences finales. J'espère que c'est consensuel et que ça permettra en tout cas de poursuivre les actions et les projets. De plus en plus. On connaît mieux la ressource, on mobilise des financements et aussi on mobilise surtout des bonnes volontés ensemble. Voilà. Donc, merci de votre attention pour cette table ronde et je vous propose bientôt de conclure l'après-midi. Bravo, bravo. C'est toi, hein, t'as été... Bonsoir à tous. Je vais, rassurez-vous, je ne vais pas être long, je vais conclure rapidement. La première chose que je dirais, c'est que cette journée de restitution des résultats des MACOP, elle a été à l'évidence à la hauteur des attentes qu'avait pu susciter le fait qu'elle ait été souvent différée et beaucoup reportée. Donc vous l'aviez beaucoup attendu, vous en attendiez beaucoup de choses et je pense que vous avez été largement satisfait. Avant de revenir à EMACOP, je voudrais faire deux observations préliminaires. La première, c'est pour constater que les débats sur l'énergie suscitent toujours autant de réactions et de richesses d'intervention. Ce qui me frappe, c'est qu'on passe assez rapidement du débat sur l'énergie au débat sur le mix électrique et que l'on a oublié le fait que la première question à laquelle on avait à répondre, c'était de décarboner nos modes de vie. Et c'est pas absolument exactement la même chose, en fait, hein. Et donc, c'est bien là-dessus qu'il faut s'intéresser. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est pour dire que j'ai le privilège de l'ancienneté. Et donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 1971. Donc, c'était plus tout à fait du temps du général de Gaulle, mais c'était au moins encore le temps ce que je qualifierais du pompidolisme actif, en fait, pour pas dire triomphant. Il faut bien voir qu'à cette époque-là, on n'avait pas conscience du changement climatique. On n'avait pas identifié la question de la biodiversité
Et par conséquent, je ne crois pas que l'on reviendra à ces temps-là, en fait. Et par conséquent, les choses ont changé, les sujets de préoccupation, les comportements de l'ensemble de nos concitoyens a également changé, et il faut en prendre acte et vivre avec. Au passage, il est clair que la parole des sachants, la parole des experts a perdu de ses vertus, et je pense qu'elle nous avons un peu de travail pour qu'elle en retrouve. Je voudrais revenir à EMACOP maintenant pour dire que lorsque ce projet a été créé, ceux qui l'ont poussé, ceux qui en ont été les promoteurs, avaient vraiment une vision à long terme, parce qu'à l'évidence, ils avaient pris rendez-vous pour être prêts en 2022, au moment où le gaz et le kilowattheure seraient à un prix défiant toute concurrence, en fait. En même temps, ils ont illustré le fait qu'il y avait de l'intérêt à une action de recherche collaborative qui réunisse des acteurs divers, des préoccupations différentes, à la fois des industriels et des universitaires, pour s'intéresser à un sujet donné. La deuxième chose que je constate, en fait, c'est que le projet EMACOP, il a permis de franchir un certain nombre de marches dans l'échelle de la maturité technologique, le TRL, en fait, sur ces technologies. Et je pense que le fait que l'on élargisse le champ des solutions disponibles est effectivement positif. En même temps, notre journée, elle a montré qu'il y avait encore quelques étapes à franchir dans cette échelle pour atteindre la maturité technologique complète, et pour passer pour passer enfin à un stade opérationnel. Et je pense que en même temps, les travaux qui ont été apportés donnent un éclairage sur les étapes suivantes qu'il y a à franchir et la façon dont elles peuvent être franchies. Et en ce sens-là, il me semble que le projet EMACOP a répondu aux objectifs qui s'étaient donnés et aux attentes que l'ensemble de ceux qui l'ont fait ont mené à bien. Voilà donc l'impression les conclusions que je voulais tirer aujourd'hui. Et je voudrais, pour terminer cette journée, remercier l'ensemble des intervenants qui en ont fait la richesse, remercier tous ceux qui ont travaillé dans EMACOP, ils ont été nombreux, avec une mention particulière pour le président du projet, Henri Boyer, pour Philippe Sergent, qui en a été le directeur technique, pour Alain Clément, qui en a été le directeur scientifique, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, et puis avec une mention aussi pour l'École centrale de Nantes, qui a beaucoup contribué à engager cette initiative. Merci donc à tous ceux qui ont fait de ce projet un beau projet réussi. Il a eu son livrable que nous avons eu l'occasion de vous remettre encore, et nous allons souhaiter à la fois une pleine réussite dans la poursuite de ces développements et en même temps une bonne fin de semaine. Merci à tous et bon retour à vous.